Bonjour. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Arts et Lettres à ICI Télévision M. Moustapha Saha qui nous parle de Paris, sociologue, poète et cofondateur du mouvement du 22 mars à la faculté de Nanterre, figure de mai 68. Il est l'ami dans les années 70 et 80 de grands intellectuels et artistes français et italiens. Il accompagnait régulièrement Jean-Paul Sartre dans ses retraites romaines et collabore avec Jean Lacouture aux éditions du Seuil. Après une longue parenthèse comme sociologue conseiller au Palais de l'Élysée sous la présidence de François Hollande, Moustapha Saha décide de se consacrer entièrement à la peinture et à l'écriture. Il mène actuellement une recherche sur les mutations civilisationnelles induites par la révolution numérique sur la société transversale et sur la démocratie interactive. Il vient d'écrire l'ouvrage d'Haïm Zafrani, penseur de la diversité marocaine aux éditions Maisonneuve-La Rose en 2020 et prépare entre autres la sortie d'un livre sur la société diversitaire, le carrefour marocain, la dérive algorithmique et un recueil de poèmes, le calligraphe des sables. Ici, Kamal Benkiran, bienvenue chez Arts et Lettres. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Monsieur Saha. Bonjour, Si Kamal. Je suis enchanté et honoré d'être avec vous, d'autant plus que vous êtes dans une ville que je chéris particulièrement, où j'ai vécu plusieurs années. À Montréal. J'étais professeur invité à l'université d'Ottawa, où je ne voulais pas habiter, donc j'ai habité tout le temps à Montréal. Excellent. Dans un premier temps, avant de parler de ce fabuleux cheminement qu'est le vôtre, je vois que vous portez le masque. Ce masque, il a été présent pour nous tous, n'est-ce pas, depuis mars ou février 2020. Et il semble qu'il y a une portée symbolique que vous voulez transmettre, Monsieur Saha. Pourquoi portez-vous ce masque? C'est à vous. Écoutez, je porte ce masque comme on portait la croix juive pendant la Seconde Guerre mondiale. La symbolique de ce masque, pour moi, est d'une importance capitale. Regardez bien comment je le porte, comme un bâillon. Parce que ce masque, symboliquement, sémiotiquement, malheureusement, mon ami Roland Barthes n'est pas là, il en aurait parlé de manière admirable. Ce masque est un bâillon imposé pour la première fois à l'humanité entière. Bon, j'ai fait des recherches auprès de médecins, de gens scientifiquement qualifiés qui m'ont affirmé que le masque ne protégeait pas contre le Covid. Ou en tout cas, s'il protégeait, c'était d'une manière très infime. Mais par contre, que c'est un masque qui était un nid de microbes et que l'air, de toute façon, quel que soit le type de masque, à part certains masques très spéciaux, circule librement. Donc si le Covid circule librement, il passera à travers le masque. Donc, symboliquement, c'est d'une importance capitale. Il faut savoir que l'humanité ne sera plus jamais, après ces 2 années d'épreuves qu'elle vient de traverser, ces 2 années de pandémie, partagées à l'échelle planétaire de manière avec les mêmes directives, ce qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Je viens d'écrire un texte qui s'intitule que vos spectateurs peuvent retrouver sur Internet en mettant mon nom, qui s'intitule Psychopathologie sociale du confinement, qui remonte l'histoire jusqu'au premier témoignage écrit sur la peste, qui est un nom générique à toutes les épidémies. Et jamais l'humanité n'a été soumise à un liberticide à cette échelle planétaire. D'accord. Donc, j'ajoute juste 2 mots. Oui. C'est que moi-même, j'ai été conseiller au sommet de l'État, à la présidence de la République, vous l'avez rappelé, française, que ce qui me paraît le plus absurde,
c'est qu'une crise sanitaire, qu'elle soit locale, qu'elle soit régionale, qu'elle soit nationale, qu'elle soit internationale, relève des compétences médicales et non pas des décisions politiques. Or, cette crise-là est totalement gérée politiquement. Voilà l'absurdité de l'affaire. D'accord. Donc votre message, donc, il est passé. Donc, je vous inviterai, si vous le voulez bien, peut-être de l'enlever pour qu'on puisse. Je vais montrer mon visage Ok, seulement. donc, d'accord. Bon, alors, on va commencer dans un premier temps par cet engagement qui est le vôtre. Vous avez été cofondateur du mouvement de 22 mars à la faculté de Nanterre, figure historique de mai 68. C'est une époque où vous avez fréquenté aussi des sommités de l'époque. Qu'est-ce que vous avez retenu justement de cet engagement, M. Moustapha Saha? Écoutez, la question est d'autant plus pertinente. Il se trouve qu'en mai 68, en 1967-1968, j'étais étudiant en sociologie à Nanterre. Il faut savoir que Nanterre, qui compte aujourd'hui plus de 10 000 étudiants, à l'époque ne comptait que 300 étudiants. On était dans le département de sociologie une trentaine ou une quarantaine, je ne me souviens plus. Et en tout cas, cette lutte-là est partie des étudiants français et des étudiants dans le monde, est partie sur une lutte contre la guerre au Vietnam. Voilà. Très bien. Donc, vous avez exposé aussi, peut-être pour célébrer la mémoire aussi, en décembre 2020, avec les deux portraits de Jeanne Moreau et de Boris Vian, qui sont liés plus ou moins à votre propre histoire de mai 68. Je vais vous reposer cette question et puis on va le faire juste après cette pause publicitaire, toujours avec notre invité, M. Moustapha Saha. On fait une pause et on revient tout de suite, mesdames et messieurs. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres. Notre invité d'aujourd'hui, Moustapha Saha, sociologue, écrivain, artiste, peintre, plusieurs chapeaux. Monsieur qui a eu du vécu, qui a participé, qui a fréquenté beaucoup de personnes de pointure à l'époque. Et puis on voudrait justement discuter avec lui pour voir à quel point donc, on peut s'instruire auprès de tel engagement, justement. Je vous parlais justement de cette exposition en décembre 2020 avec le portrait de Jeanne Moreau et Boris Vian lié à votre propre histoire de mai 68. C'est dans le fond une célébration de la mémoire, n'est-ce pas? Je voulais juste, pour comprendre le contexte, c'est qu'après mai 68, j'étais cofondateur du mouvement du 22 mars qui a tout déclenché. Oui. Et après 68, j'étais l'un des principaux co-organisateurs de l'occupation et de la Sorbonne et du théâtre de l'Odéon. Et j'avais organisé avec des amis du mouvement du 22 mars l'intervention de Jean-Paul Sartre à la Sorbonne le 20 mai 1968 exactement. Très bien. Il y a des photos sur Internet où je suis pendant cette intervention à ses côtés. Je rappelle que j'avais 18 ans. Vous étiez très jeune. Et donc, nous ne nous sommes plus jamais quittés avec Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Je raconte juste cette anecdote qui est très significative. Je vous en prie. Que tous les deux, comme les bourgeois de l'époque, se vous voyaient depuis toujours. La seule personne qu'ils aient tutoyée et de laquelle ils se sont fait tutoyer, c'était moi. Voilà. Okay. Donc j'ai accompagné Jean-Paul Sartre jusqu'à sa mort en 1980. Et c'était un basculement du monde là aussi. Parce que je m'étais occupé à la fin de sa vie de Louis Aragon, que pour un poète, vous devez être sensible à ça. Okay, oui. Et il y a eu un basculement du monde avec l'arrivée de la gauche et de Mitterrand au pouvoir. Je résume
ma Mhm. pensée en deux ou trois phrases. Mhm. C'est une affaire que j'ai beaucoup analysée. La France a toujours été euh, leader historique dans l'organisation des finances et dans l'organisation politique. Et tous les autres pays l'ont suivi. Il y a eu la période de Georges Pompidou et de Valéry Giscard d'Estaing, Mhm. qui a été une technocratisation généralisée, d'abord de l'État, ensuite de l'administration, ensuite de la société entière. Très bien. Parfait. Et, Alors, je voulais juste aussi, bon, qu'on puisse mettre le doigt sur vos réalisations, mais vous avez fondé cette discipline, psychopathologie urbaine. Vous et, avez accompli des études parallèles en beaux-arts, mais voulez-vous nous donner une idée sur ce que c'est que cette discipline? Est-ce qu'on est carrément dans la psychiatrie sociale? je vais juste compléter ma réponse, Oui, vous oui. répondre à votre question. Par rapport à Boris Vian, Mhm. je peux vous envoyer les textes que je lui ai. Oui. Boris Vian est mort en 1959, j'étais encore un enfant. OK. Alors, quelle est la raison de ce lien d'outre-tombe? C'est parce que j'étais l'un des auteurs de pas mal de beaucoup de slogans de mai 68, Mhm. que je me suis beaucoup inspiré de son œuvre. Alors, il y a un texte qui lui est consacré qui s'appelle La trompette philosophique de Boris Vian, qui est ponctué des slogans qu'il a inspirés à mai 68 ou à moi personnellement. En ce qui concerne Jeanne Moreau, Mhm. c'est une amie personnelle jusqu'à sa disparition. Mhm. Elle a été l'une des mécènes du mouvement d'étudiants, comme d'autres, comme Mhm. Marguerite Duras, avec qui j'ai fondé le comité d'action étudiants-écrivains, etc. Voilà. On va enchaîner. Vous avez justement, d'après mes multiples recherches, vous avez initié aussi un manifeste sur les littératures francophones. Vous y mentionnez entre autres que la langue française n'est plus le butin de guerre de la majorité des écrivains. Étant forcément dans une époque distincte, Monsieur Sarr? Non, en fait, c'est parti d'une. J'ai participé à plusieurs émissions dans une radio qui s'appelle à Paris, qui s'appelle Radio Maghreb, qui était l'une Oui. des premières radios Mhm. libres et qui s'est institutionnalisée. Mhm. Et j'ai connu pendant les 2 dernières années de sa vie Ketty Biassine. Oui. Donc, Oui. donc je le choyais bien. On a fait plusieurs émissions ensemble. Et, euh, et donc, ce manifeste est sorti de nos discussions avec Ketty Biassine. OK. J'étais pas d'accord quand il a dit oui, pour défendre sa relation intime avec la langue française, au lendemain des, des, des indépendances, c'était devenu une tare, comme si on avait vendu son âme le fait seulement d'être un écrivain francophone. Excellent. Pour ne pas vous couper la parole, on va relancer la question. On va le faire après la pause Très publicité à bien. notre invité d'aujourd'hui, Moustapha Sarr. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. Pour ce jeudi, notre invité Moustapha Sarr qui nous parle de Paris, sociologue, écrivain, artiste, peintre. On était en train justement de parler d'un manifeste qu'il avait initié au niveau des écrivains francophones. Je vais vous permettre de continuer, d'aller jusqu'au bout de votre idée, monsieur Sarr. Alors, il y a deux aspects dans ce travail. Le premier Mhm. aspect, c'est que je suis l'un des théoriciens de la diversité Oui. et, et de la laïcité. Et donc, j'ai rappelé dans plusieurs textes, dans un Mhm. qui est récent sur l'islam des Lumières, j'ai rappelé que c'est l'islam qui a inventé la laïcité à travers Ibn Rushd, à Oui. travers Averroès, et que Mhm. les livres d'Averroès étaient au centre de la bibliothèque de Michel de Montaigne, qui a créé le mot
laïcité. On n'a pas le temps de donner Mhm. des précisions plus avancées sur ça. Et c'est le même Michel Montaigne, au XVIe siècle, en pleine guerre de religion, qui a inventé le mot diversité. Donc le mot diversité n'est pas le dernier avatar politique à la mode. Il s'enracine dans une... Et donc la diversité, pour moi, c'est que chaque culture, dans sa épanouissement singulier, appartient à l'humanité entière. Exactement. Là, vous me tendez la perche parce que j'aimerais aussi qu'on élargisse justement la conception sur la diversité parce que vous avez écrit un livre justement sur Haïm Zafrani, penseur de la diversité marocaine aux éditions Maisonneuve 2020. Je vais vous permettre aussi de faire les liens et de nous parler justement de cet ouvrage, Monsieur Sarr. Écoutez, quand je vivais à, à Montréal, Oui, j'étais en relation avec la communauté marocaine juive, oui, c'est Farad. séfarade. Et donc, l'apport de Haïm Zafrani qui est méconnu. Haïm Zafrani n'est connu que de Mhm, quelques intellectuels marocains qui l'ont croisé dans leur vie, que par l'Académie qui lui a rendu hommage l'année dernière, l'Académie du Royaume du Maroc, mhm. et par quelques universitaires pointus à travers le monde. Donc ce livre que je vous montre, Oui, je vous en prie. voilà, Magnifique. Parfait. De Haïm et Zafrani, voilà. Mhm. voilà, penseur de la De la diversité, diversité marocaine. Mhm. Édition Maisonneuve, La et Rose. Maisonneuve-la-Rose, c'est un livre où je montre que l'apport de Haïm Zafrani, qui était né en 1922 et qui est mort en 2004, à Mhm, 82 ans, que j'ai bien connu, que j'ai fréquenté quand il a fondé le premier département d'études hébraïques en France, à mhm. l'université de Vincennes, qui était aussi au Collège de France. Son apport que est, est égal au plus grand savant de l'histoire. Seulement, paradoxalement, ces livres sont techniquement très difficiles À d'abord être abordé. Mhm, à être abordés, comme vous le savez, vous avez lu mhm, ces livres. mhm. Et donc l'ambition de ces livres, c'est de rendre la quintessence philosophique et scientifique à Haïm Zafrani. Donc c'est une traversée de l'heure, mais aussi... alors les deux apports essentiels de Haïm Zafrani, Mhm, premièrement, c'est lui qui a prouvé et convaincu les politiques marocains mhm, que la société marocaine, dès les origines, depuis des millénaires, est une mhm. société diversitaire. Ça veut Excellent. dire que, voilà, elle est formée Voilà. de diversité. Et le deuxième apport très important, je serai court, c'est lui qui a démontré, preuve archéologique à l'appui, que les juifs marocains et les juifs maghrébins n'ont rien à voir avec le Moyen-Orient, qu'ils sont Oui. tous issus des tribus berbères. Il a découvert Qui sont avec en Afrique du Vajda, Nord. voilà, avec Vajda, il a découvert notamment des cimetières qui remontaient à 2500 ans Mhm, ou 2400 ans. Il a découvert une Torah qui remonte à 1800 ans, qui était en berbère, écrite en caractère hébreu, et mhm, ainsi de suite. Et donc, c'est d'une importance capitale. Ça veut dire que, et c'est une bataille que je mènerai, mhm. Inch'Allah, quand je rentrerai au Maroc. Très bien. Le, Donc, le- il y a un autre contexte, si vous permettez, on va juste enchaîner parce qu'il y a aussi des repères marocains. Vous avez un référentiel de repères marocains. Quand je vois vos prochains livres peut-être apparaître, la société diversitaire, le carrefour marocain, la dérive algorithmique. Peut-être il nous reste 1 minute 50, Monsieur Messa, mais j'insiste pour que vous nous parlez de ce fabuleux projet-là. Une recherche sur les mutations civilisationnelles induites par la révolution numérique. C'est très intéressant. Voulez-vous expliciter, voulez-vous Écoutez, argumenter moi, quand justement? j'étais, la révolution numérique est apparue concrètement dans la vie quotidienne Mhm, 20 ans au Canada et en Amérique du Nord.
aux Ok. États-Unis, 20 ans avant l'Europe. Et j'ai commencé à m'y intéresser sérieusement. Alors ma théorie, que j'ai discutée avec Noam Chomsky, qui n'est pas Oui. n'importe qui, Mhm. et, et c'est que la société pyramidale a été inventée par les Sumériens à l'âge de bronze. Ça veut dire il y a Ah, ok. Mhm. environ 7000 ans. Et que même les pyramides d'Égypte ne sont qu'une figuration symbolique de cette affaire. Et c'est quoi la société pyramidale? C'est une société qui draine toutes les énergies sociales, le Mhm. travail, etc., vers le sommet, Mhm. vers une seule personne ou une seule caste, etc. Voilà, bon. Et c'est quoi le secret de cette puissance de la société pyramidale? Mhm. Ce ne sont pas, contrairement à ce qu'on pense, les appareils d'État. Ça veut dire les appareils d'État comme la police, la justice, l'armée ne sont que des instruments de pouvoir. Le secret, jusqu'à la révolution numérique, c'était le monopole d'information. Voilà, Qui le monopole détient des le masses médias. monopole d'information Mhm. peut créer l'événement. Je peux vous assurer que les centres de pouvoir aujourd'hui, qu'ils soient économiques, qu'ils soient culturels, et surtout économiques et politiques, passent leur temps à créer pour contrecarrer ces tendances, comme ils ne peuvent plus créer l'événement de manière systématique, à créer de la fausse information, Voilà, donc, de la c'était tout le temps qu'on avait, Monsieur Sarr. C'est un plaisir. J'aimerais avoir avec vous plusieurs heures pour continuer de oui, oui. discuter, mais merci de nous avoir honoré de votre présence. C'est un parcours fabuleux. Merci d'avoir été Je avec nous voulais dans le juste cadre. ajouter qu'on Très est brièvement, s'il vous plaît. très brièvement, qu'on Mhm. bascule là vers, et c'est évident, une société transversale Mhm. qui fonctionne de manière réseautique exactement de la même manière que Mhm. les sociétés tribales. Le miracle historique marocain est unique. Ça veut dire que c'est la seule civilisation qui a réussi à conjuguer la centralité du pouvoir Mhm. et la localité, en tout cas jusqu'à récemment. Voilà. Excellent. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous. Merci de votre Barakallahu fik, merci beaucoup, Si Mustafa. Merci merci de beaucoup, votre Karim. continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. À la prochaine.